Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Hainaut, je fais partie de l'équipe Backup and Archive. Et aujourd'hui, je vais vous parler de .NET Core et de .NET Standard, qui est deux fonctionnalités cross-platform qui viennent de sortir chez Microsoft. Dans un premier temps, je vais commencer par vous récapituler des scénarios, des nouveaux scénarios qu'on va avoir pour la sauvegarde dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Et ça va vous montrer pourquoi on s'est posé la question du cross-platform. Et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu l'évolution du cross-platform dans le framework .NET au cours de son histoire. Et après, je vais vous présenter un POC qu'on a réalisé dans l'équipe Backup, et à la fin, il y aura même une petite démo. Donc, depuis déjà très longtemps, il y a quelque chose qu'on nous demande régulièrement, c'est quand est-ce que vous faites une version d'AD Backup pour Macintosh, pour Mac. Les devs avaient été déjà lancés il y a longtemps, en 2011 déjà, Eddie avait commencé à travailler sur le sujet, puis ça avait été arrêté par la suite. Et depuis, régulièrement, on a cette demande qui revient. Quelque chose qui est beaucoup plus récent, c'est les gens qui ont chez eux un NAS, qui nous disent votre solution de sauvegarde, elle est bien, par contre, je suis obligé d'avoir une machine qui est allumée en permanence toute la nuit pour pouvoir faire mes sauvegardes. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que AD Backup s'installe directement sur la NAS, et après on n'en parle plus. Une autre demande qui arrive aussi et qui est un peu l'avenir du backup, c'est la sauvegarde cloud to cloud. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens, ils ont plus leurs données sur leur poste de travail, mais ils hébergent directement leurs données soit sur le G Suite, soit sur Office 365. Donc nous, ce qu'on aimerait bien dans l'avenir, c'est que les serveurs de Drive communiquent directement avec les serveurs de Google ou Microsoft pour pouvoir faire les sauvegardes. Et enfin, la dernière demande qui est un peu moins demandée, mais qui risque de se multiplier au fur et à mesure qu'on va avoir des grands comptes dans le backup, c'est la sauvegarde sous Linux. Donc on voit que les points d'entrée des données pour le backup sont en train de se multiplier. Et le problème qu'on a, c'est que toute l'intelligence entre guillemets du backup, elle est faite par le client. C'est-à-dire que c'est lui qui sait découper les fichiers en blocs, constituer des trames, les chiffrer, et les envoyer sur le serveur. Donc si on a de plus en plus de points d'entrée, ça veut dire qu'il va falloir qu'on multiplie pour chacune des plateformes les développements. Et ça, on n'a pas trop envie de le faire. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas réutiliser le code qu'on a déjà et le faire fonctionner sur toutes ces plateformes. Alors le problème qu'on a, c'est que AD Backup est écrit en C#, donc il utilise le framework .NET. Le framework .NET, il a été conçu début des années 2000 pour fonctionner sous Windows, parce que Microsoft, à cette époque-là, il était roi du monde. Il avait 95% de part de marché sur les systèmes d'exploitation, donc le cross-platform, ça n'intéressait pas. Pourtant, il a quand même fait quelque chose de bizarre à l'époque, pour Microsoft. Il a publié les spécifications de son framework. Donc dès le départ, le framework Microsoft est public et ça a même été normalisé par la suite par l'ECMA. Ce qui fait que rapidement, la communauté open source s'est emparée de ces spécifications et a développé la première version cross-platform qui s'appelle Mono. Mono n'a pas eu beaucoup de succès. Alors une des raisons qui peut expliquer cela, c'est que face à Microsoft qui avait une puissance de travail monstrueuse, l'équipe de Mono n'a pas réussi à suivre toutes les évolutions qui ont été faites sur le framework et qui étaient délivrées à un rythme très, très soutenu. En 2012, le monde a bien changé en informatique, les smartphones sont passés par là, et une partie de l'équipe de développement de Mono décide de fonder la société Xamarin, avec pour objectif de fonder un framework de haut niveau permettant de développer une application, notamment pour les smartphones, et en ciblant le cross-platform. Microsoft sort en 2015 Windows 10, et avec Windows 10 arrivent des applications universelles, qui est un peu l'équivalent de ce que voulait faire Xamarin à l'époque. Donc là, on voit que ça commence à faire beaucoup. On a trois stacks différents pour faire à peu près la même chose. Elles ne sont pas vraiment compatibles, donc c'est un peu embêtant. À cette époque, Microsoft rachète la société Xamarin et décide de mettre un peu d'ordre dans tout ça en introduisant un nouveau concept
qui s'appelle le .NET Standard. Alors là, il faut bien faire la différence entre .NET Standard et .NET Core. Le .NET Standard, on peut le voir comme une spécification. C'est-à-dire qu'il va définir la bibliothèque de classe minimum que doit implémenter un framework pour être compatible. Le .NET Standard, actuellement, il se décline en 3 versions. La version .NET Framework, qui reste spécifique pour l'écosystème Windows, comme avant. La version .NET Core, qui est liée au cross-platform. Et Xamarin. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change en pratique? C'est à peu près la même chose. Pas tout à fait. Puisque, en fait, maintenant, si vous développez une librairie qui cible le .NET Standard, vous allez pouvoir l'utiliser sans aucune modification dans les 3 frameworks. Vous n'avez pas à faire des bidouilles, à faire des projets différents. Vous écrivez votre code une fois, vous ciblez pour le .NET Standard, et vous l'utilisez dans les 3 stacks. Alors, quelles sont les autres caractéristiques du .NET Standard? La première, déjà, c'est qu'il est extrêmement modulaire. Là où le .NET Framework s'installe complètement, c'est-à-dire qu'au fil du temps, il s'est enrichi d'un certain nombre de classes, donc il commence à devenir assez lourd. Le .NET Standard, lui, il est modulaire dès le départ, c'est-à-dire que vous avez un pot commun relativement limité, et au fur et à mesure que vous avez besoin de besoins supplémentaires, vous incluez des librairies sous la forme de package. C'est-à-dire qu'une partie du .NET Standard est délivrée sous forme de package. Même par Microsoft. Deuxième élément, j'en ai déjà parlé, c'est le cross-platform. Et enfin, dernier point, c'est qu'il est entièrement open source. Contrairement au framework .NET qui a été mis partiellement open source, mais pour des raisons de brevet, il reste aussi propriétaire sur certains points. Donc, sur le papier, c'est quelque chose qui a l'air intéressant. Mais bon, il faut toujours se méfier. Donc le mieux pour essayer de se faire une idée, c'est d'essayer d'ouvrir un petit peu le capot et voir ce qu'on peut faire avec ce .NET Standard. Donc nous avons essayé de monter un POC pour essayer de voir si nous étions capables de migrer tout ou partie des bibliothèques et des backups vers du .NET Standard. Donc la première étape à faire quand vous voulez migrer du code existant, déjà c'est de répertorier toutes les bibliothèques tierces que vous utilisez. Puisque le point de départ, c'est qu'il faut que tout ce que vous utilisiez soit compatible .NET Standard. En général, ça se passe très bien. C'est-à-dire que dans 80% des cas, vous avez juste à faire une montée de version, prendre la dernière version de la librairie, et elle est déjà compatible .NET Standard. Vous avez peut-être des breaking changes à corriger, mais c'est tout, ça se passe relativement bien. Deuxième cas de figure que nous avons eu, une librairie open source, mais qui n'est pas packagée. Dans ces cas-là, vous pouvez faire le travail vous-même, vous récupérez les sources, vous migrez le projet et vous faites un joli package. Ça, c'est assez facile aussi. Dernier cas qui est un petit peu plus problématique, vous tombez sur un éditeur qui dit ma librairie n'est pas compatible, elle ne le sera pas de toute façon parce qu'il faudrait que je réécrive trop de choses. Nous, on a eu le problème avec SQLite. Donc ça, c'est un peu problématique, puisque si on n'a plus accès à base de données, ça va être compliqué. Et heureusement, Microsoft, comme ils ne pouvaient pas se passer du support de SQLite, ils ont fourni leur propre implémentation. Donc, dans le dernier cas de figure, la solution, c'est de trouver une librairie compatible, ou de remplacement. Une fois que les dépendances externes, le problème des dépendances externes est résolu, il faut essayer de voir les dépendances entre nos projets, pour essayer de voir dans quel ordre on peut faire les choses. Donc nous avons commencé par faire un petit graphe de dépendance. Donc tout en haut, on a une bibliothèque de commun, jusque-là tout va bien. Une bibliothèque d'accès au système de fichiers, qui est très importante dans le cadre du backup, je vais y revenir juste après. Une bibliothèque pour accéder à la base de données, une boîte à outils, la DLL de business qui orchestre l'ensemble, et qui fait un processus de sauvegarde et de restauration complet de A à Z, et la DLL de communication avec le serveur. La DLL de communication avec le serveur se trouve sous business. Là, il y a un petit souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être faire du refactoring avant d'aller plus loin, et simplement en déplaçant des classes qui n'étaient pas mises dans la bonne librairie, et en utilisant un petit peu mieux l'injection de dépendance, on a eu quelque chose déjà qui était un petit peu plus propre.
notre bibliothèque commune en haut, les délais de spécialisés juste en dessous, et notre délai de business tout en bas pour orchestrer le ensemble. Donc là, on est content, on a fait du refactoring, on a remboursé un peu des techniques au passage, ça c'est bon. Et un deuxième point qui est important, c'est la fameuse délai d'accès au fichier. Alors, là, on a réussi à la séparer complètement des autres. Et ça, c'est très très bien pour faire du cross-platform, parce que quand on fait du backup, on ne se contente pas d'ouvrir un fichier, de le lire et puis de l'envoyer. On fait des choses beaucoup plus compliquées. On est obligé d'utiliser une API, par exemple, pour pouvoir lire des fichiers en cours d'utilisation, pour faire de la sauvegarde de volume quand on fait du parameter recovery. Donc on fait des choses extrêmement compliquées qui sont liées à Windows. Donc le fait de l'avoir isolé dans son coin fait que, on va pouvoir la décliner pour avoir une version spécifique pour chacune des plateformes qu'on va vouloir cibler. Donc ça c'est bien. Bon, on est presque prêt, on peut migrer notre projet. Un projet en C#, ça ressemble à ça. Bon, c'est un peu verbeux, je ne vais pas tout détailler. En gros, c'est un fichier XML et qui prend pas mal de place. Le problème, c'est que Microsoft ne fournit pas d'outils pour passer d'un projet .NET Framework standard à un projet .NET à un projet .NET standard. Donc le plus simple, c'est ça. Vous repartez d'une page blanche, vous prenez votre fichier, vous ouvrez votre fichier avec un éditeur de texte, vous effacez tout. Voilà. Et vous rajoutez ces quelques lignes. La seule chose que vous avez à changer, c'est ici, choisir quelles sont les cibles que vous voulez avoir. Dans notre cas de figure, comme on voulait faire aussi de la migration un petit peu en douceur, on s'est dit qu'on allait cibler le .NET Standard 2.0, mais continuer à cibler le .NET Framework 4.5.2 qui est la version actuelle utilisée par les backups. Donc on va pouvoir avoir des bibliothèques compatibles avec les deux mondes. Ça c'est pratique. Une fois que c'est fait, vous fermez votre éditeur, vous ouvrez Visual Studio et vous refaites la dépendance avec vos librairies tierces. Ça va vous rajouter quelques lignes dans ce fichier, et ensuite vous faites la dépendance avec vos propres projets, et voilà. On a les fichiers équivalents en .NET Standard. C'est exactement le même projet que celui que je vous ai montré avant. Donc c'est un gros effort de simplification. On est presque arrivé au bout. Mais on a quand même un dernier point à résoudre, c'est qu'est-ce qu'on doit faire quand on a des bibliothèques natives, puisque par définition, une bibliothèque qui est compilée pour une plateforme ne va pas fonctionner sur une autre. Alors, là aussi, plusieurs cas de figure, soit c'est des librairies qui sont spécifiques à Windows, qui ne seront utilisées que dans le monde Windows, donc dans ces cas-là, on les met dans un coin, c'est un peu ce qu'on a fait avant. Ou alors c'est une librairie que, par exemple, LevelDB, qui est une base NoSQL embarquée, et cette base NoSQL, on avait besoin de l'utiliser en cross-platform. Donc là, c'est un peu plus complexe. Pour faire de la cross-compilation, ça fait un peu les nœuds au cerveau quand on n'a pas l'habitude, mais on compile pour toutes les plateformes qu'on veut cibler, on fait ça, on package tout ça, et après on peut l'utiliser en .NET Standard comme librairie normale. Bon, maintenant on va voir ce que ça donne. On va faire une petite démo. Et pour la démo, on a décidé de la faire sur un Raspberry Pi. Alors, pourquoi un Raspberry Pi? Parce qu'on voulait valider deux choses. Est-ce que ça peut fonctionner sous Linux? Et est-ce que ça peut fonctionner sur un processeur ARM? Puisque, comme je vous l'ai dit au départ, on aimerait bien pouvoir installer des backups sur un NAS. Et sur les NAS, en général, il y a des processeurs ARM. Donc, on va voir ce que ça donne en image. Donc, on voit qu'on est sur une release qui est un Raspbian, donc un Debian pour Raspberry Pi, processeur ARM. Et là, on va retrouver nos DLL de AD Backup. Donc, c'est exactement les mêmes que celles qui servent pour le client lourd Windows. Une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à lancer l'exécutable qu'on a fait pour la démo. Donc, vous tapez .NET, suivi du nom du module principal. Alors, le module principal, pour l'instant, je n'en ai pas parlé. C'est le seul qui va être écrit en .NET Core et pas en .NET Standard. Puisqu'au bout d'un moment, il faut bien arriver à cibler un framework, donc un environnement. Donc lui, il est fait en .NET Core, et pour les besoins de la démo, ce qu'il fait, c'est qu'il va simplement créer un jeu de sauvegarde et lancer une sauvegarde, avec des paramètres en dur pour... nous, ce qu'on voulait, c'était juste valider le principe.
Et là, vous voyez défiler les logs d'exécution. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les logs d'AD Backup, ben, c'est exactement les mêmes, parce que c'est exactement le code d'AD Backup qui s'exécute sur un Linux, sur une machine arrière. Et donc, ce module principal, eh ben, on a fait une implémentation rapide de la librairie d'accès aux fichiers. Voilà, et c'est à peu près tout. Et là, la sauvegarde s'est déroulée correctement. Vous allez me dire, oui, c'est bien joli, mais c'est un peu moche comme truc, il n'y a pas d'interface graphique. Ouais, c'est un peu moche, je pense. Mais on ne sait pas si on va en faire une, parce qu'il y a l'équipe serveur qui, entre-temps, développe une control station qui permet de paramétrer un agent à distance. Donc, en fait, on n'est pas sûr d'avoir besoin d'une IHM pour une version cross-platform. Et s'il y a besoin, il y aura toujours Xamarin qu'on pourra étudier, parce que Xamarin est un peu fait pour ça. Je vais rajouter juste un disclaimer avant de terminer. Si vous connaissez des gens au marketing ou des gens qui vendent des trucs, leur dites pas que ça existe encore parce que pour l'instant, c'est juste un POC. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail derrière pour que ça soit fonctionnel, surtout sur un NAS. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous si vous avez des questions. Question quand même sur la partie graphique. Avec Xamarin, est-ce qu'on fournit quelque chose pour faire une UI quand même avec le même code ou alors quand même il faut décliner ta UI, une pour iOS, une pour Android, une pour Windows? Alors, je pense que oui, mais j'avoue que j'ai pas du tout creusé la partie Xamarin parce que c'était pas vraiment, on n'avait pas vraiment besoin de regarder ça pour l'instant. Donc la partie Xamarin, je sais que ça existe. En théorie, je pense que l'objectif c'était quand même de faire une UI une fois et de la décliner sur toutes les plateformes, mais je n'ai pas été plus loin. Déjà, bravo pour la présentation. Je trouve que c'est vraiment très chouette de voir ce genre d'innovation cross-platform de façon aussi bien présentée. J'avais une question sur justement les modules natifs. Tu parlais du Shadow Copy, typiquement, qui j'imagine est spécifique à Windows. Ouais. Est-ce que, au-delà de la façon de détecter que tu es sur telle ou telle architecture pour exécuter ce module, est-ce qu'il y a dans tes recherches des fonctionnalités que tu peux trouver similaires sur une architecture Mac ou bien Linux? Alors, c'est pareil, toute cette partie-là, il faudra qu'on creuse parce qu'on n'est pas spécialiste Mac dans l'équipe pour l'instant. J'ai cru comprendre que sous Mac, il y avait un mécanisme un peu similaire à Shadow Copy qui était assez récent, mais je ne suis pas sûr. Sous Linux, ça va être une grande question, parce que je crois que ça n'existe pas, il n'y a pas d'équivalent. Donc il faudra un peu. Enfin, on va déjà dans un premier temps, je pense, faire une version assez basique qu'on enrichira au fur et à mesure. Et donc j'enchaîne du coup sur ma deuxième question. Si on se projette de façon ultra théorique et qu'il existe des alternatives, ou au moins des façons de faire un peu homogènes, il y a un moyen de créer une sorte d'interface commune pour que ça fonctionne sans... L'interface, on a une interface commune dans la bibliothèque d'accès aux fichiers. En fait, c'est ça qui nous permet de bien séparer avec les différentes autres librairies. On a une interface et tous les modules d'AD Backup passent par là pour accéder au système de fichiers. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on peut l'implémenter pour les différentes plateformes assez facilement. Bonjour. Alors, toute petite question en fait concernant le système de build en fait actuel. Alors, à un moment où j'avais touché un peu à C#, il y avait un système de build basé sur des fichiers en JSON. Là, maintenant, c'est complètement intégré dans Visual Studio. C'est-à-dire que Visual Studio 2017, il faut installer toutes les updates et les dernières updates. Et en fait, ça se fait tout seul. La seule manip que j'ai faite à la main, c'est l'édition du fichier projet pour passer de... Justement, c'est aussi un peu la petite question, c'est que le fichier build, on commence en fait à l'éditer entre guillemets à la mano, mais en fait à la fin on revient sur du Visual Studio. Oui. Que se passe-t-il en fait si, alors déjà on n'a pas envie d'utiliser du Visual Studio, peut-être un autre éditeur de texte, et qu'est-ce qui se passe dans le fichier au bout de, je sais pas, 6 mois de projet sur le fichier de build? Est-ce qu'on se retrouve sur l'ancien fichier qui est un peu compliqué à lire?
Alors, je pense pas, parce qu'en fait, ils ont changé un peu la manière dont ils réfléchissaient. Par exemple, avant, il fallait lister dans le fameux fichier que je vous ai montré tous les fichiers sources du projet. Là, en fait, ils ont pris le postulat inverse en se disant, bah, s'il y a un fichier CS dans ce répertoire-là, ça veut dire qu'il fait partie du projet. Donc, en gros, ils ont fait en sorte qu'il y ait une espèce de logique dans la manière dont on organise les fichiers sur le projet, qui fait que du coup il y a très peu d'informations à mettre normalement dans le fichier projet. Les seules choses qu'il y a à mettre par exemple, c'est les librairies tierces, parce que ça il ne peut pas l'inventer, les déploiements sont au projet. Et puis s'il y a des choses spécifiques, si vous avez été obligé de faire des scripts de pré-build ou de post-build, ça il faut lui dire, mais après le reste il se débrouille à peu près tout seul. Et pour répondre à l'autre partie de la question, savoir est-ce qu'on peut l'utiliser sans Visual Studio, oui, mais j'avoue que nous on utilise Visual Studio, donc on ne s'est pas trop posé la question de si c'était facile ou pas à utiliser. Donc on est quand même toujours entre guillemets lié entre guillemets au produit Microsoft. Oui. on peut le faire sans, mais après c'est moins pratique je pense. Mais comme c'est moins pratique de compiler quelque chose en C ou en C++ pour Linux, il faut quand même se taper des fichiers Makefile ou je sais pas trop quoi à la main, plus ou moins. Donc c'est à peu près le même genre. D'accord, merci. Ok, bon, moi en tout cas je suis super excité d'avoir AD Backup sur Linux, j'attends avec impatience. Merci à toi.